Dans la plus haute pièce d'une tour de pierre médiévale, une princesse est allongée dans un lit. Elle semble paisible, vêtue de beaux habits, entourée de roses et réchauffée par un fourneau allumé. Mais quand elle se réveille, elle découvre ses mains enchaînées. Une douleur aiguë traverse sa nuque et ses souvenirs de comment elle s'est retrouvée ici sont flous. Sa vision est trouble au début. La pièce tangue et vacille jusqu'à ce qu'elle se stabilise lentement. Aucun garde en vue. Ses jambes sont libres, lui donnant une petite chance de bouger et de regarder autour d'elle. Mais l'évasion est hors de question. Il n'y a qu'une fenêtre ouverte avec une mer violente loin en contrebas, et de l'autre côté de la pièce, une porte fermée avec des voix étouffées qui deviennent de plus en plus fortes de l'autre côté. Alors que les voix se rapprochent et deviennent plus alertes, elle se précipite dans le lit et fait semblant de dormir. Quand les gardes entrent dans la pièce, ils voient ce à quoi ils s'attendent, une princesse endormie. Un garde s'avance, ignorant l'avertissement de l'autre. Mais c'est trop tard. La princesse frappe la première, écrasant son front contre son visage avec toute la force qu'elle peut rassembler. Ils n'entendent que son cri, ne réalisant pas qu'elle vient de se casser le pouce pour se libérer de la menotte. Maintenant libre, elle attrape la chaîne et la fait tournoyer comme un fléau, transformant sa contrainte en arme. Mais ce n'est pas tout. Cachée dans ses cheveux se trouve une épingle stiletto acérée qu'elle enfonce directement dans le visage d'un garde, le forçant à reculer jusqu'à ce qu'il tombe avec son partenaire. Le deuxième garde se lève, mais elle n'est pas une prisonnière effrayée. Elle attrape la lame du corps et frappe à nouveau, d'abord au mollet, puis à l'épaule. Le couteau reste enfoncé dans son épaule et alors qu'il se lève, elle s'accroche encore, tenant l'autre extrémité. Il essaie de se libérer, mais elle combat plus fort, enroulant la chaîne autour de son poing et transformant chaque coup de poing en un coup brutal et lourd à son visage. Le combat fait rage jusqu'à ce qu'elle le repousse vers la fenêtre ouverte. Il se moque de l'idée d'une évasion, mais elle ne prévoit pas de sauter. Elle prévoit de l'achever. Et d'un coup de pied puissant, elle l'envoie voler par la fenêtre dans la mer déchaînée en contrebas. Il y a à peine le temps de respirer qu'un autre garde entre dans la pièce. Elle attrape un lourd marteau et charge, le battant. Elle prend ses clés, déverrouille son autre poignet et après s'être rapidement nettoyée, elle quitte la pièce, verrouille la porte et jette les clés de côté. Bientôt, la princesse atteint une autre pièce de la tour, une avec vue sur le chaos qui se déroule en bas. Par la fenêtre, elle voit des gardes verrouiller l'entrée pour que personne ne puisse s'échapper ou entrer. Une foule est retenue à la merci de Julius et de son exécutrice Moira. La famille royale est tombée et les supplications du roi pour la paix et la diplomatie ne signifient plus rien maintenant. Julius a ses propres plans. Il a l'intention d'épouser la princesse et de régner sur le royaume d'une main plus forte et plus dure, corrigeant ce qu'il voit comme la faiblesse du roi avec pouvoir et domination. Alors que sa famille est traînée hors de vue, la culpabilité s'installe. Avec seulement 2 filles, le royaume n'avait pas d'héritier mâle. C'est pourquoi elle avait été promise à Julius. Le roi le lui avait rappelé alors qu'il la conduisait à l'autel. Mais elle n'avait pas pu aller jusqu'au bout. Elle l'avait laissée à l'autel et c'est à ce moment-là que tout avait dégénéré. Maintenant, trempée dans le silence, elle se cache alors qu'une silhouette massive entre dans la pièce. Un géant. Il ne se doute pas de sa présence alors qu'il entre pour se soulager. Elle se cache à l'intérieur d'une baignoire remplie d'eau, essayant de rester parfaitement immobile. Des bulles remontent alors qu'elle lutte pour retenir sa respiration. Le géant, trop distrait par son reflet dans le miroir, ne la remarque jamais. Finalement, il termine et part. La princesse jaillit de l'eau, haletante. Trempée jusqu'aux os, sa robe devient plus un fardeau qu'autre chose. Elle enlève les lourdes couches et continue, faisant attention à éviter d'autres gardes. Mais dans le couloir, elle tombe directement sur le géant à nouveau. Il a une épée aussi massive que lui et sa peau est épaisse, même aux endroits qu'il vient de soulager. C'est une bataille de force brute contre l'habileté. Au début, elle le retient, puis elle trouve une ouverture et commence à retourner son propre pouvoir contre lui. Le combat s'intensifie jusqu'à ce qu'elle prenne le dessus, grimpant sur ses épaules, attrapant les cornes sur son casque et l'arrachant. Elle enfonce l'une des cornes dans son dos, puis lui fracasse la tête avec le casque, l'assommant. Le moment fait ressurgir un souvenir. Elle se souvient d'être une jeune fille qui rêvait de devenir une guerrière. Elle admirait Lynn. Sa mère, enceinte à l'époque, voulait un fils et n'approuvait pas que sa fille s'entraîne comme un soldat.
Mais Lyn avait réussi à convaincre la reine d'autoriser les leçons tant que le roi n'en saurait jamais rien. Pendant ce temps, sur le rivage, le corps du garde qu'elle avait jeté par la fenêtre s'est échoué. Les soldats le traînent et le présentent à Julius. Caer, le chef des gardes, croit que l'homme est simplement tombé. Mais Moira voit les bleus et c'est mieux. Julius n'aime pas les risques. Il ordonne à Caer de vérifier la princesse et fait clairement comprendre ce qui arrivera si les choses tournent mal. Mais une fois Julius hors de vue, Caer transfère le danger à quelqu'un d'autre. Il choisit un autre garde pour le travail, quelqu'un qui semble plus adapté pour rester debout que pour grimper, le genre qui n'a pas vu le haut d'un escalier depuis des années. De retour dans la tour, la princesse prend un moment pour se reposer dans une autre pièce. Elle enlève davantage de sa robe ruinée pour bouger plus facilement. Il s'avère que c'est un mouvement intelligent. 2 voleurs font soudainement irruption. Elle agit vite, attrapant un poteau en bois cassé et poignardant le premier. Le second se jette sur elle, mais elle tire déjà le lacet de son corset. D'un mouvement fluide, elle l'attache à un pilier voisin, le liant en place avec une précision rapide et nette. Elle trouve une arbalète et la pointe sur le voleur toujours attaché au pilier, exigeant de savoir ce que Julius a fait de sa famille. Mais comme les autres, il doute d'elle. Même retenue, il se moque d'elle, convaincu qu'elle ne sait même pas comment s'en servir. Cette pensée ne dure pas. Le premier voleur bouge derrière elle, à peine debout à nouveau, jusqu'à ce qu'elle se retourne et tire un coup. Aucune hésitation. Le corps tombe pour la dernière fois. Si l'homme attaché au pilier ne la prenait pas au sérieux avant, il devrait maintenant. Mais il reste défiant, essayant toujours de parler pour se sortir de ses questions. Elle met fin au bruit avec un autre tir propre. Pas de réponse, mais elle part avec une épée. La tour grouille de gardes, tous cherchant des richesses et du butin. Elle se déplace prudemment, évitant chaque patrouille, tandis que le garde corpulent se repose sur un rebord de fenêtre à mi-chemin des escaliers, essayant de reprendre son souffle. La princesse s'accroche à l'extérieur de ce même rebord, tenant bon au-dessus des rochers et de la mer en contrebas. Le poids de l'épée est trop lourd à équilibrer, alors elle la laisse tomber, la regardant disparaître dans l'eau. Une fois que le garde continue sa lente montée, elle se hisse à l'intérieur, essoufflée. Puis elle continue, se glissant silencieusement à travers les ombres et les couloirs étroits, esquivant les hommes distraits, trop occupés à festoyer et voler pour la remarquer. Julius n'a aucune idée que ses soldats pilent dans son dos. Elle trouve une chambre juste après le départ de quelques gardes. Celle-ci, elle la connaît bien. Elle marche directement vers un endroit caché et tire une lame. Une que seule elle saurait qui est là. En la tenant, de vieux souvenirs reviennent. L'entraînement dans la forêt avec Lyn. Des leçons non seulement sur le combat, mais sur le combat avec le cœur, pas la rage. Pour la tester, Lyn avait invité Kai, le conseiller du roi et son propre ancien mentor. Il avait entraîné Lyn et maintenant, il était là pour tester la prochaine génération. La princesse s'était bien défendue. Quand le combat s'est terminé, Kai lui avait offert l'épée en cadeau. La preuve qu'elle avait le cœur d'une guerrière. Maintenant, elle attache une ceinture et des bottes, laissant ses chaussures délicates derrière. Armée et prête, elle écoute. Elle entend la voix de Julius dériver à travers un passage étroit. Elle la suit, trouve une petite fissure dans le mur et regarde à travers. Le voilà, avec Moira. Pas seulement des alliés, des amants. Julius ne peut pas s'emparer du royaume par la force, du moins pas aux yeux des nobles. Pour gagner le pouvoir, il doit épouser la princesse et prétendre suivre la tradition. Puis, au moment où la couronne sera placée sur sa tête, le roi sera tué. Une demande en mariage soutenue par des lames. Un meurtre royal déguisé en cérémonie. Maintenant, la princesse a enfin ses réponses. Moira continue de murmurer des encouragements doux, poussant Julius plus loin sur le chemin vers la prise du trône. Ses mots se mêlent à la passion alors qu'elle l'attire, l'embrassant profondément et le guidant vers le mur, leurs gémissements résonnant doucement. La princesse voit sa chance. Intelligente et rapide, elle prépare un piège derrière le mur, prédisant exactement où les amants dériveront. Elle creuse un trou étroit, créant l'angle parfait pour une frappe mortelle. Sa lame à quelques centimètres de la tête de Julius. Le moment qui aurait pu tout terminer est interrompu par un coup à la porte. Un garde apporte des nouvelles. Le roi demande à rencontrer Moira. Moira est déchirée, agacée par l'interruption mais satisfaite que des progrès soient faits.
Pendant ce temps, le garde envoyé pour vérifier la princesse atteint finalement le sommet de la tour, haletant. Il regarde par le trou de serrure et voit ce qui ressemble à un garde affalé sur une chaise et la princesse endormie dans le lit. Satisfait, il se retourne et commence la longue descente pour faire son rapport à Caire. La princesse, toujours en territoire ennemi, se déplace invisible à travers les couloirs. Les gardes sont partout, mais ils sont concentrés sur le pillage, pas sur la surveillance. En bas, le roi rencontre Julius. Calme et mesuré, il exhorte Julius à reconsidérer son approche, l'avertissant que cette voie ne fera que retourner son peuple contre lui. Mais Julius n'est pas ému. Il expose son grief, accusant le roi de trahison. Pour lui, tout a commencé avec la princesse. Son refus, sa défiance, son abandon. Loin au-dessus, la princesse se faufile par une fenêtre étroite dans une autre partie du château. Rampant sur un rebord, elle atterrit entre les jambes d'un garde blindé massif. Au début, elle suppose que c'est juste un autre soldat surdimensionné ne méritant pas son attention, jusqu'à ce que son épée cloue ses vêtements au sol. Elle est prise au dépourvu et pas ravie d'affronter un autre géant juste après le dernier. Mais l'instinct de survie se déclenche. Elle esquive ses balayages sauvages, sa lame heurtant des couches d'acier. Chaque coup génère des étincelles alors que le métal frappe le métal. Ses attaques laissent à peine une égratignure. Puis elle trouve une ouverture, son aisselle exposée sous toute cette armure. Elle frappe 3 fois avec précision. Puis, utilisant son armure huilée à son avantage, elle attrape une bougie allumée et la lance. Les flammes explosent sur son corps, l'embrasant en quelques secondes. La réunion entre Julius et le roi se termine par un échec. Julius est toujours déterminé à obtenir pouvoir et domination. Juste au moment où il s'apprête à partir, le garde en surpoids d'avant arrive pour signaler que la princesse est saine et sauve dans sa chambre. À ce moment, le cadavre enflammé du garde blindé s'écrase d'en haut, atterrissant aux pieds de Julius. Furieux, Julius ordonne à Caire de mettre fin à toute la folie qui se passe dans la tour. Mais Caire n'aura pas la chance. Dès que Julius s'éloigne, Moira tente de s'affirmer. Elle fait un commentaire audacieux, suggérant une théorie. Caire se moque d'elle, la traitant de catin et rejetant sa voix comme insignifiante. Moira ne discute pas. Elle laisse son fouet parler à sa place, le claquant directement dans sa gorge. Le sang coule alors qu'il s'effondre, son corps tremblant sur le sol avant de se taire. Sans manquer un battement, Moira prend la place de Caire et donne son premier ordre. Trouvez l'intrus et finissez là. Plus de chance. La princesse, consciente de ce qui arrive, regarde les troupes se disperser dans la tour à sa recherche. La panique monte dans sa poitrine. La peur prend le dessus et elle court, mais sa fuite est bloquée. 3 combattants l'attaquent. Elle est entaillée au bras, mais elle ne s'arrête pas. Elle en abat 2 avec des frappes rapides et nettes, une gorge après l'autre. Le 3e tombe alors qu'elle les dépasse. Le nombre d'ennemis devient écrasant. C'est à ce moment qu'elle fait un mouvement risqué, arrachant son collier de diamants et dispersant les gemmes sur le sol. Les gardes qui la poursuivent trébuchent et tombent, lui donnant juste assez de temps pour fuir. Mais ce n'est pas fini. Un garde humilié charge, sa fierté alimentant sa rage. Elle porte maintenant un bouclier et avec lui, elle tient sa position. Le coup arrive comme prévu et se termine comme il se doit. Puis les autres essaiment. Une épée entaille sa taille. Elle crie, un son qui fait taire la foule. Mais elle ne tombe pas. Elle attrape le garde le plus proche et l'utilise comme bouclier, puis fait un saut audacieux vers un niveau inférieur du château. Un garde essaie de suivre mais atterrit durement, les jambes brisées. Les autres sont forcés de prendre les escaliers. Le garde grassouillet passe devant la princesse comme un zombie à moitié mort, trop dans les vapes pour même la remarquer. Elle le regarde passer stupéfaite qu'il ne reconnaisse pas le danger qu'il vient de croiser. Repérant un drapeau juste à l'extérieur de la fenêtre, elle plonge et l'attrape, se balançant le long du mur vertical. Elle prend de l'élan d'un côté à l'autre avant d'atterrir dans une pièce voisine. La douleur traverse son côté, sa blessure à la taille saignant abondamment. Des souvenirs commencent à refaire surface. Elle avait un jour entendu ses parents discuter de son avenir, son mariage. Sa mère avait supplié le roi de reconsidérer, mais il avait rejeté ses inquiétudes. Il voulait ce qu'il croyait être le meilleur pour le royaume. Elle était sortie ce jour-là dans sa tenue d'entraînement, une armure au lieu d'une robe choquant son père. Il n'avait pas su jusqu'à ce moment.
En colère, il avait essayé de raisonner avec elle, la traitant de sotte et de délirante. À ses yeux, le trône avait besoin d'un homme. Elle pouvait rêver de chevalerie, mais il voyait une enfant ayant besoin de protection. Pour lui, épouser Julius était une protection. Un homme respectable, d'une famille respectable. Il l'avait laissée avec le choix, lui faisant confiance qu'elle se raviserait quand sa crise d'enfant passerait. Elle avait été proche des larmes alors, et maintenant, avec ce souvenir qui s'estompe, la douleur revient. Des pas la sortent de sa rêverie. Elle réagit vite, plaquant la silhouette qui entre et la clouant au sol, seulement pour voir Lynn en dessous d'elle. Les deux se figent, puis respirent. Lynn était en train de monter pour la trouver et soulagée qu'elles se soient rencontrées à mi-chemin. Alors que Lynn soigne les blessures de la princesse, elle explique ce qui s'est passé. Julius a amené des soldats au milieu de la nuit. Les gardes du roi étaient en infériorité numérique. Lynn s'est à peine échappée avec quelques autres. La princesse, accablée de culpabilité, commence à se blâmer, mais Lynn coupe court. Le passé n'aidera pas maintenant. Lynn sait où la famille royale est retenue et, plus important encore, comment y arriver. Il y a une route non gardée à travers la cuisine. Elles vont la prendre. Une fois à l'intérieur, elle signale silencieusement au cuisinier de partir. Un groupe de gardes acculait une servante, leurs intentions viles et évidentes. Lynn et la princesse ont l'élément de surprise, mais Lynn heurte quelque chose et cause un bruit fort. L'un des gardes, confus par l'apparition soudaine de Lynn, réagit à peine avant qu'elle ne l'abatte avec une poêle à frire. La princesse bouge vite, aidant la servante à s'échapper et laissant 3 gardes contre elle 2. Dans la cuisine, tout devient une arme. Casseroles, légumes, eau, même des chiffons. La princesse en abat un, Lynn un autre. Un garde reste. Il se jette dans les airs, mais n'atterrit jamais. Le fouet de Moira s'enroule autour de sa cheville et le tire en arrière, le faisant s'écraser sur le sol. C'est une entrée dramatique. Moira n'attaque pas immédiatement. Elle parle d'abord, se moquant de la princesse, disant que tout ce chaos aurait pu être évité si elle avait juste joué le rôle faible et impuissant qu'on attendait d'elle. Son fouet lui donne portée et pouvoir frappant sans risque. La princesse et Lynn ont du mal à réduire l'écart. Puis, les choses empirent. Le fouet s'enroule autour du cou de la princesse et Moira commence à l'étouffer. Mais Lynn ne reculera pas. Elle combat et libère finalement la princesse, puis crée une barrière de feu entre elles et Moira, juste assez pour aider la princesse à s'échapper. La princesse veut rester et se battre, mais sa famille passe en premier. Elle disparaît dans un tunnel en pente, se déplaçant rapidement. Son chemin la mène dans une pièce où des gardes jouent et boivent. Sans hésitation, elle fonce, arrache une coupe à l'un d'eux et la descend, les fixant pendant qu'ils luttent pour traiter ce qui se passe. Le premier garde, assez audacieux pour l'attraper, est assommé avec la même coupe. Elle ne ralentit pas. En quelques secondes, les 3 sont à terre, juste au moment où sa famille entre dans son champ de vision. Le roi est fier. La reine semble stupéfaite. Violette, sa petite sœur, sourit comme si elle ne s'attendait à rien de moins. La princesse les libère et commence à les conduire vers la sécurité. Mais en temps de guerre, rester proche des gens qu'on aime peut être sa propre faiblesse. Quelques instants après leur évasion, un coup lourd frappe la tête de la princesse. Tout devient noir. Elle se réveille désorientée. Sa vision s'éclaircit juste à temps pour voir sa famille recapturée et Lynn ensanglantée, traînée par Moira. Julius ne cache pas sa déception. Il nargue la princesse, mais elle riposte avec des mots tranchants et une défiance glaciale. Il révèle son plan tordu, s'attendant à ce qu'elle résiste, mais à sa surprise, elle accepte, disant qu'elle attend avec impatience ce qui vient ensuite. Sa voix dégouline de sarcasme alors qu'elle jure de rendre son règne misérable. Et s'il ose la tuer, elle promet qu'elle le hantera pour le reste de ses jours. Moira devient tendue sous les moqueries de la princesse, mais Julius en a fini avec les jeux. Il se tourne vers la sœur cadette, Violette, silencieuse, innocente et encore juste une enfant. Des larmes coulent sur les joues de la princesse. Le roi, s'accrochant encore à un fil d'espoir sur la décence de Julius, bien que personne ne sache pourquoi, pense sûrement qu'il tracera la ligne ici. Mais Julius n'a pas de ligne. La princesse et Lynn se regardent dans les yeux. Pas besoin de mots. Le plan est clair, la princesse charge en avant,
créant le chaos pour distraire Moira et les gardes. C'est suffisant pour que Lynn se glisse, attrape Violette et l'éloigne de la portée de Julius. Mais avec les mains liées, la princesse ne peut pas se battre. Elle est rapidement maîtrisée et jetée par une haute fenêtre du château dans la rivière froide en contrebas. Inconsciente, elle dérive dans le courant. Dans cet espace sombre entre la vie et la mort, les souvenirs reviennent. La voix de Lynn lui rappelle que la lame n'est pas le plus grand outil d'un combattant. C'est le cœur. Un vrai combattant n'est pas façonné par le combat, mais par le but. Et son but n'a jamais été plus clair. Sa famille est en danger. Elle se réveille désespérée et haletante. Elle trouve un bord tranchant, tranche ses liens et nage vers la surface. Le mariage doit être arrêté. De retour au château, Julius organise une cérémonie précipitée. Des clercs se rassemblent. Des gardes se répandent dans chaque couloir à la recherche de la mariée fugitive. Mais la princesse n'a pas dit son dernier mot. Trempée et saignante, elle trouve son chemin de retour dans la tour, déterminée à finir ce qu'elle a commencé. Puis une autre menace. Un énorme soldat bloque son chemin, riant en approchant, imaginant probablement le pire. Avant qu'il ne puisse agir, une statue massive s'écrase sur lui. Violette se tient derrière, les yeux écarquillés mais féroces. La princesse, réunie avec Lynn et sa petite sœur, ne peut cacher sa fierté. Mais le poids du moment s'installe. Elle regrette d'être devenue une combattante. Peut-être que si elle était restée juste une fille royale, personne ne serait mort. Mais au fond d'elle, elle sait que ce ne sont pas ses choix qui ont fait de Julius un monstre. Les gardes balayent toujours le château, alors Lynn conduit les princesses dans une salle de stockage cachée, préparée pour les urgences. Le grand hall se remplit de nobles et d'invités attendant un mariage qui ne devrait jamais avoir lieu. Dans la salle de stockage, les trois s'arment, épée, plastron et courage. Même maintenant, il y a place pour un rire alors que Violette demande à rejoindre le combat. La princesse promet qu'un jour elle l'entraînera correctement, mais pas aujourd'hui. Pour l'instant, Violette doit rester cachée et en sécurité. Ailleurs, Julius presse une lame contre le visage de la reine, exigeant qu'elle appelle Violette. La reine refuse, même avec la mort qui la fixe. Les soldats affluent dans le château plus vite qu'on ne peut les arrêter. Lynn jette son arc, trop lent pour le chaos à venir, et tire une épée à double tranchant, rapprochée, construite exactement pour ça. Un garde repère la princesse et tire une flèche qui rate de peu. Cela perturbe leur rythme. Lynn tire la princesse dans une alcôve entre des piliers de pierre. C'est étroit, à peine assez pour les cacher, mais ça fera l'affaire. Elles se regroupent, se rassemblent et chargent de nouveau dans la mêlée, tranchant vague après vague d'ennemis. Julius, toujours vigilant, remarque quelque chose d'anormal. Un éclair de tension dans le coin de Caille. C'est subtil, un regard, un changement de posture, mais suffisant pour éveiller les soupçons. Faisant confiance à ses instincts, il s'approche. Caille, réalisant qu'il a été repéré, glisse rapidement un poignard dans la main de Violette. Il lui fait un dernier signe de tête et la presse silencieusement de fuir. Ailleurs, le conseil antérieur de la princesse sonne vrai. Lynn vise les points faibles. Articulation et faille dans l'armure. Si la tactique fonctionne, un ennemi après l'autre tombe sous leur lame. Mais Julius n'est pas loin. Ses instincts le mènent directement à la cachette de Violette. Sans hésitation, il la tire par le bras. Elle riposte, mais c'est inutile. Il ordonne qu'elle s'agenouille, puis se tourne vers les prêtres et exige qu'ils commencent le mariage immédiatement. De loin, la princesse et Lynn voient ce qui se passe. Plus de temps. Elles échangent un dernier regard et, d'un accord silencieux, se séparent. Lynn fonce vers le grand hall. Elle fait irruption par les portes comme une tempête, épée tirée, se lançant dans la mêlée. Son entrée est si soudaine et féroce qu'elle brise le moment et attire tous les regards, surtout celui de Julius. Caille mène maintenant les autres vers la sécurité, tandis que Julius entre finalement dans le combat. Peut-être pour rappeler à tout le monde qu'il est toujours le méchant au centre de tout. Mais Moira n'est pas intéressée par une bagarre de groupe. Elle se détache et sort droit vers la princesse, exigeant un combat en tête-à-tête. Comme toujours, Moira garde ses distances, faisant claquer le fouet comme si elle se produisait dans un ring. Il tranche l'air avec une précision brutale. Dans le chaos, elle fait même tomber l'épée de la princesse, prenant le dessus. Mais la princesse s'adapte vite. Elle change de tactique, attrape le fouet en plein vol et le retourne contre Moira avec une force brutale. Elle enfonce le bord tranchant du fouet dans le cou de Moira.
Moira tombe exactement de la façon dont elle avait essayé de tuer la princesse, étranglée par sa propre arme, le cou brisé par le même cordon mortel. À l'intérieur, le roi tente un coup désespéré contre Julius, mais il est trop faible. Son coup égratigne à peine et Julius le bat facilement, le renvoyant à la reine, peut-être pour expliquer pourquoi il n'a pas porté un seul vrai coup. Lynn s'avance ensuite, affrontant Julius elle-même. Elle combat dur mais il est habile. Sa lame trouve son chemin dans son côté et la blessure attire des regards sinistres de Kai et de la princesse. Avec son plan qui s'effondre, Julius décide de se couronner lui-même. Il prend la couronne du roi et la place sur sa propre tête comme si elle avait toujours été destinée à être là. La princesse intervient, lançant sa propre attaque, mais Julius la domine. Il la nargue, se moque d'elle, enfonçant profondément avec des mots cruels qui frappent aussi fort que n'importe quelle lame. Leur combat se déverse à l'extérieur du hall. Le roi et le royaume regardent alors que les deux combattent seuls. Acier contre acier, volonté contre ego. Julius se vante du règne qu'il apportera, de gouverner par la peur et la force brute, peu importe qui souffre. Mais la princesse tient bon. Elle se souvient de l'entraînement de Lynn. Patience et précision, plutôt que fierté. Julius parle trop et cela devient son erreur fatale. Elle attend l'ouverture et quand elle vient, elle frappe proprement. Sa lame tranche son cou, mettant fin à son règne avant qu'il ne commence. Sa tête tombe. Le combat est terminé. Elle ramasse la couronne et la rend au roi. Le hall est silencieux un instant, puis éclate en acclamations. La menace est partie et la paix est rétablie. Là, le roi fait une déclaration audacieuse. La princesse est l'héritière légitime. Plus d'attente pour un fils. L'avenir du royaume est le sien. Il se tourne vers elle, non seulement en tant que roi, mais en tant que père, et demande pardon. Il la voit enfin pour qui elle est vraiment. Leur joie est complète quand Kai approche, soutenant Lynn, blessée mais vivante. La princesse se précipite à ses côtés, submergée de soulagement. Lynn a survécu, la victoire remplit l'air, les gens célèbrent, chaque ennemi a été vaincu, sauf un. Dans le couloir, le garde grassouillet apparaît enfin, terminant juste maintenant son long voyage dans les escaliers. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Si vous êtes nouveau sur KO Cinéma, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récaps explosifs. À la prochaine et que la force du cinéma soit avec vous.